et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la chronique des Barbaries, donc du 27 novembre. Donc nous allons commencer par un regard sur la semaine. Après, nous parlerons du manifeste Émergence, évidemment, et suivra le sujet principal d'aujourd'hui, approfondissement de la crise économique. Hommage à des victimes des barbaries ce soir. Et puis un petit peu là en démarrage, je tiens à vous signaler une vidéo qui a été tournée hier et qui a été mise en ligne. Alors elle n'est pas encore mise en ligne partout, hein, elle est que sur YouTube pour l'instant, mais elle va être diffusée très prochainement. Et qui s'intitule Non, système, nous ne tomberons pas dans ton piège. Donc vous verrez de quoi il s'agit. J'espère que cela vous plaira et ira dans le sens que nous souhaitons tous. Voilà. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons commencer bien sûr par une maxime de notre cher Gaston Courtois. Le chef qui veut être digne de commander doit commencer par être capable de se commander à lui-même. Sans maîtrise de soi, personne ne peut prétendre à la maîtrise des choses et encore moins des hommes. Il est clair qu'il vaut mieux être bien dans ses chaussures et maître de soi si l'on prétend maîtriser effectivement les choses et pouvoir diriger et guider les hommes. Ça va de soi. Alors, un petit regard sur la semaine. Bon, sans surprise, la pandémie, le Covid-19, la barbarie qui se poursuit d'une manière ou d'une autre, hein, quelles que soient les opinions qu'on puisse avoir sur les origines, etc., de cette pandémie. Il est clair qu'elle se poursuit et que nous en subissons de toute façon les conséquences. Et donc, voilà, c'est ne serait-ce que par ces restrictions de liberté qui sont, dont nous subissons tous le contre-coup et les effets directs. Alors qu'est-ce que l'on voit? On voit la courbe en orange qui est la courbe des cas confirmés en France. Hein. Et la courbe en blanc, elle, est la courbe des décès. Et donc on s'aperçoit qu'il y a une légère affection de la courbe de l'incidence, donc du nombre de cas. Par contre, la courbe des décès, bon, elle semble suivre une courbe toujours à peu près la même. Donc si on regarde le bilan, si on fait un bilan, hein, comme on le fait toutes les semaines, puisque c'est une barbarie, évidemment, et ça mène dans plusieurs domaines, c'est pas donc une petite barbarie, c'est une grosse barbarie, dont je rappelle, hein, moi je l'ai dit déjà, que c'est vraiment lié à cette politique et à ce monde néolibéral, d'une manière ou d'une autre. Donc cette semaine, 3840 morts sur les 7 derniers jours. Donc on est quand même à un niveau quand même encore assez élevé, même si c'est un petit peu moins que la semaine dernière. Ce qui amène à un total de 51 041 décès. Donc nous avons dépassé, déjà la semaine dernière, nous avons dépassé les 50 000 morts du Covid. Donc pour rappel, la grippe en 2018-2019, c'est environ, parce que évidemment c'est toujours délicat, c'est souvent des personnes âgées, etc., de dire il est décédé de ci ou de ça. Donc c'est environ, c'est ce qui est comptabilisé en tout cas par le ministère de la Santé, 12 980 décès. Donc on voit bien qu'on est très au-delà de
la grippe saisonnière, sachant que la grippe de 2018-2019 avait fait plus de décès qu'habituellement. On est plutôt dans les 10 000 habituellement. Donc voilà, hein, ça c'est les chiffres de Santé publique France. Alors, excusez-moi. Le son, DJ vient de m'appeler, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Ah. C'est très faible le son. Faut monter le son. Ah, excusez-moi, on me signale que... attends, ouais. Tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que le son est faible comme ça? Non. Le son est faible. Alors, je ne sais pas pourquoi. Le son est faible. On signale ça. Je vais rapprocher le micro. Je ne sais pas si c'est mieux. Je vais essayer de faire un petit réglage. Excusez-moi, c'est en direct. Donc, regardez si je peux faire quelque chose. Hop. Voilà. Ça devrait être beaucoup mieux après cette intervention. Je pense que ça devrait aller mieux maintenant. Donc, bah ouais, on va me signaler si ça va mieux ou pas, de toute façon, je pense. Voilà. Ah. Non, c'est pire peut-être. Ah, je suis vraiment désolé de ce problème. Là, je pense que c'est sans doute mieux. Parler plus près du micro. Est-ce que c'est mieux? Merci de me le signaler. Je vais continuer. Hein. Donc, le ratio... alors, il y a une chose quand même qui est notable, je dirais. C'est que le ratio brut hein, des décès par rapport au nombre de cas s'établit à 2,3%. Donc, mais ce qui est notable, c'est que c'est en augmentation sur le mois de novembre. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait en France hein, que quand on est malade, on a plus de chances de mourir là sur cette dernière période que c'était le cas précédemment. C'est comme si, en définitive, la prise en charge des malades était moins bonne qu'auparavant. Alors c'est un peu mieux, mais visiblement c'est pas encore bien, c'est bizarre, parce que là normalement je suis très très fort déjà dans le son. Je vais augmenter très fortement. Excusez-moi, je n'ai pas augmenté, j'ai au contraire diminué. Voilà. Là, ça devrait être encore plus fort normalement. Donc j'espère que ça va aller mieux. Donc voilà. Donc désolé pour ces problèmes techniques. Alors, donc les chiffres, hein, comme d'habitude, ça vient de l'Institut Johns Hopkins. Et les chiffres de la pandémie 2019, je les ai tirés de François, qui elle-même les tenait du ministère de la Santé. Alors, autre regard sur la semaine. Donc, probable retour, malheureusement, des guerres américaines, puisque sous l'administration Trump, il n'y a pas eu de nouvelles guerres, il y a eu même plutôt des retraits, voire même des fins de combats dans certains endroits. Or là, on a un retour assez probable des guerres américaines pour différentes raisons. Déjà parce que si c'est l'administration Biden qui se met en place, ce qui n'est quand même pas encore assuré, il pense nommer Tommy Blinken, donc aux affaires étrangères, donc quelqu'un qui était dans l'administration Obama, qui était pro-guerre américaine, donc en Syrie, en Libye. Hein, je vous rappelle que sous l'administration Obama, il y avait eu toutes ces attaques et toutes ces guerres qui ont été menées. Mais lui, il aurait souhaité que ça aille encore plus loin. Et donc la poursuite de la guerre en Irak, bien sûr, et un soutien également à l'intervention saoudienne au Yémen. Donc il y a un fort risque que si
Biden arrive au pouvoir, il y a une intensification des guerres et peut-être de nouvelles guerres. L'avenir nous le dira. Et puis il y a également à la sécurité nationale un certain Jake Sullivan, dont dans un des mails qui ont été révélés justement par les fuites qui avaient eu lieu sur les mails d'Hillary Clinton, il avait notamment mis Al-Qaïda, donc Al-Qaïda is on our side in Syria. C'est-à-dire que Al-Qaïda est de notre côté en Syrie. Comprenez pourquoi ils n'aiment pas trop Julian Assange et tout ça, puisque ça fait partie des fuites qui ont été révélées par Wikileaks. On apprend des choses quand même. Là, on est sur des fuites officielles, je dirais, de documents officiels. Après, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi, d'une manière plus générale, c'est la trajectoire que suivent les États-Unis. Et là, pour le coup, Trump a aussi sa contribution, puisque les États-Unis sont sortis du traité ABM, donc sur les armements nucléaires. Là, on n'est plus dans la même catégorie. En 2002. Ils sont sortis du traité FNI en 2018. Et maintenant, là, Trump vient de prendre la décision de sortir de ce qu'on appelle le traité ciel ouvert, c'est-à-dire où ils inspectent les silos des missiles nucléaires et qu'il y a des autorisations de survol tant des Russes des États-Unis et des États-Unis de la Russie pour voir le nombre de silos et contrôler, etc. Je ne connais pas les détails de ce traité, mais en tout cas, il est caduc parce qu'il a été décidé de ne pas le renouveler. Donc tout ça, ça fragilise évidemment et ça augmente la probabilité d'une escalade et d'une escalade en guerre nucléaire si malheureusement elle se déclenchait. Donc ça ne va pas dans le sens d'un désarmement et de non-utilisation de ces armes, ce qui est bien évidemment est une barbarie. Et là, la barbarie la plus terrible qu'on puisse imaginer évidemment. Mais bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait, là on parle effectivement de bombardements, de guerre avec l'Iran. Bon, touchons du bois, espérons que ça ne se fera pas, parce que le Moyen-Orient n'a pas besoin de guerre supplémentaire, je crois. Dernier regard sur la semaine, dans un autre domaine complètement, c'est le coût de l'électricité. Le coût de l'électricité qui a évolué. Là, c'est une comparaison à gauche, vous avez la courbe du prix de l'électricité, et à droite, c'est l'évolution du SMIC, donc qui donne une image de l'évolution des revenus. Donc sur une base 100 en 2006, donc quand vous dépensiez 100 euros, vous payez 100 euros d'électricité, eh bien en 2020, pour la même quantité d'électricité, vous payez 145 euros. Vous voyez l'augmentation en 15 ans, hein, on va dire 14 ans même. 45 euros, alors que vous payez pour la même quantité d'électricité 100 euros. Et en parallèle, si on prend le SMIC, pour 100 euros touchés en 2006, vous n'en touchez que 122 en 2020. Dire sur ce secteur de l'énergie, qui est une ressource de base, qui est indispensable pour tout le monde, et de plus en plus indispensable avec la généralisation des ordinateurs et de ce genre d'appareils qui sont, où vous ne pouvez plus vivre aujourd'hui sans un accès à Internet. Enfin, c'est quasiment impossible. Où il y a plein de démarches qui ne peuvent plus se faire que par Internet. Et donc, vous avez perdu 23 euros. Un smicard a perdu 23 euros de pouvoir d'achat sur l'électricité. En fin de compte, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça, c'est une chose, et c'est beaucoup justifié justement par la mise en place, et c'est une réalité, des éoliennes et des énergies qu'on appelle renouvelables. Alors moi, je distinguerais dans les énergies renouvelables celles qui fonctionnent de celles qui ne fonctionnent pas. Il y a une énergie renouvelable qui marche très bien, c'est dans le cas de l'électricité, c'est l'hydraulique. Et l'hydraulique, on l'a mis en place depuis déjà très longtemps en France. Alors toutefois, il y a autre chose que je tiens à signaler, c'est que c'est Marc Fontcave qui l'explique, et j'ai mis le lien là, c'est très intéressant. Non, la catastrophe n'est pas inéluctable, parce qu'on sait, évidemment, que le réchauffement climatique
est lié justement à nos émissions de CO2 et donc primairement à nos émissions, à notre utilisation d'énergie. Et il dit c'est encore possible aujourd'hui, mais évidemment il faudrait prendre des virages à l'encontre complet de la fausse écologie qui est actuellement prônée par les écologistes, ce qu'on appelle les écologistes, mais pour justement renverser la vapeur et produire de l'énergie d'une façon très différente. Et donc, je vous invite à lire cet article qui donne un autre éclairage de la doxa habituelle et de la propagande, parce qu'il faut bien dire, qui ne gêne absolument pas les énergéticiens actuels, puisqu'ils continuent la consommation de charbon, notamment, continue d'augmenter, hein, qui est la première source d'énergie au monde. Donc voilà, non, la catastrophe n'est pas inéluctable. Donc si on mettait en place la 6ème République, eh bien on aurait cette possibilité parce qu'on pourrait sortir de la doxa habituelle et de proposer d'autres solutions. En plus, en France, nous avons de l'expertise importante dans les solutions d'avenir. J'en parlerai peut-être un jour. Mais peut-être, je vous invite déjà à consulter son article. Donc oui, des solutions sont possibles. Et ça, c'est une bonne nouvelle, oui. Encore faut-il les mettre en œuvre. Alors, émergence. Donc, avant de passer au sujet principal, je rappelle le manifeste émergence, le manifeste qu'il faut lire absolument, puisque c'est toute la stratégie d'une perspective de la 6ème République qui est expliquée dans ce manifeste, dans ce court livre d'une trentaine de pages, qu'il explique dans un langage très simple. Je vous signale également la sortie cette semaine de Émergence idéologique, donc qui est le volet, je dirais, destiné aux personnes, aux philosophes, aux intellectuels, aux gens académiques, etc. Donc qui est pour faire un renouvellement philosophique très important, puisque on ne pourra pas faire un changement profond et un rebond civilisationnel si on n'a pas un rebond philosophique, si on ne se met pas dans le prolongement des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau ou Diderot ou d'autres philosophes, d'autres grands philosophes qui sont à l'origine de notre civilisation actuelle et de notre République. Donc, émergence idéologique traite ce sujet. Donc, c'est un sujet qui est un peu plus ardu. C'est donc disponible maintenant en version électronique sur le site 1P6R. On peut également le commander pour 3 € de l'exemplaire. C'est le prix de fabrication pour l'un comme l'autre. Donc, commandez-le. Vous pouvez le commander par mail. Mais vous pouvez surtout participer à la diffusion de ce manifeste. Donc, dans les boîtes à livres, autour de vous, autour des gens autour de vous, vous pouvez commander la version papier, parce que la version papier, c'est quand même un support qui sort de l'Internet, qui sort du monde fermé des réseaux sociaux. Vous pouvez le commander par courrier, électronique, vous pouvez le commander par courrier postal. Et donc, il est disponible à cette adresse également, donc un P6R, WordPress, Manifeste Émergence. Et là, vous avez les versions électroniques, tant du manifeste central, du corps, et du manifeste idéologique. Donc, le manifeste émergence est accessible et vraiment, n'importe qui, tout le monde, sans aucune connaissance préalable, peut lire le manifeste émergence. Le manifeste idéologique est un peu plus complexe, hein, ça je ne vous le cache pas. Donc il est clair qu'il faut déjà avoir sans doute un peu quelques connaissances philosophiques au préalable pour pouvoir lire le manifeste idéologique. Alors, approfondissement de la crise économique. Quatrième choc. Donc j'ai déjà parlé des chocs précédents dans des précédentes émissions. Là, nous sommes dans le 4e choc qui frappe notre pays. Et pas que notre pays. Et ce 4e choc, c'est un choc économique, et c'est le choc économique dans la réalité, dans la vie réelle. Il est là.
c'est pas la peine que j'en rajoute énormément, je pense que tout le monde en entend parler à la télé, à la radio, mais c'est, comme je l'avais dit, hein, c'est le plein effet de toute cette barbarie prend son plein effet maintenant en cette fin d'année, au 4e trimestre 2020. C'est là que ça se concentre. Ce qui est prévu, c'est ce qui est craint en tout cas par les gens qui tiennent des restaurants, des bars, des cafés, donc qui sont parmi les plus impactés. Ils craignent aux 2 tiers, à plus des 2 tiers, près des 2 tiers, à être en faillite là dans les semaines, dans les mois qui viennent. Les 2 tiers de ces gens, puisqu'ils ont des loyers qui continuent de tourner, même s'ils sont allégés sur d'autres charges, les loyers continuent de tourner, l'argent ne rentre pas, il faut bien qu'ils vivent, et donc voilà la situation dans laquelle ces gens se trouvent. 2 tiers craignent de devoir fermer. Le chômage selon l'INSEE, là, il y a un petit problème. Donc, l'INSEE prévoit aussi une augmentation du chômage, mais prévoit également aussi une diminution donc, de 2,5 à 6% du PIB pour ce trimestre. Donc ça va avoir forcément un impact sur le chômage, bien sûr. Tout ça va amener inéluctablement des défauts de paiement, tant de ménages, donc de gens qui étaient déjà en difficulté, ou des saisonniers par exemple, ou des gens qui vont avoir touché au chômage technique des revenus inférieurs, mais aussi des gens qui étaient peut-être dans des entreprises et qui vont se retrouver au chômage, et donc avec une baisse fatale des revenus. Donc il va y avoir un certain nombre de défauts de paiement des ménages, et un défaut de paiement aussi des entreprises, puisqu'il y a des entreprises qui ont des reports de charges, mais il va bien falloir les payer, les loyers, il va bien falloir les payer. S'ils n'avaient pas beaucoup de trésorerie, eh bien, ils vont se retrouver en défaut de paiement, c'est-à-dire à ne plus pouvoir payer leurs créances. Et ne pas pouvoir payer ces créances, ça va avoir des impacts, comme on va le voir par la suite. Tout cela amène aussi à ce qu'on appelle une tendance déflationniste, c'est-à-dire à une tendance à faire baisser les prix. Et donc parce que les gens, comme ils sont en difficulté, ils ont des stocks aussi à écouler, hein. Je pense aux marchands de vêtements par exemple, ils auront tendance à faire des rabais importants. Donc ça, c'est un premier moteur de la tendance à la déflation. La déflation, c'est la baisse des prix. Mais également, d'autres vont continuer d'épargner, essayer de mettre un peu d'argent de côté, et donc ils ne vont pas acheter. Donc les gens vont faire grossir le bas de laine, et donc ça va aussi, donc moins de chiffre d'affaires, moins d'affaires, et donc ça a tendance aussi à tirer le prix vers le bas. Malgré, en parallèle, une inflation de la masse monétaire, puisque en parallèle de ça, les banques centrales, tant européennes qu'américaines, font tourner la planche à billets ils ont prévu leur plan, etc. Et ils injectent de l'argent dans l'économie à gros tuyaux, je dirais. Donc on a une divergence là, et ça a plutôt tendance à faire une inflation, puisque plus on émet de papier monnaie, plus sa valeur de ce papier a tendance à diminuer. Donc on est sur une divergence complète entre la réalité de ce qui se passe et l'argent qui est en circulation. On va voir ce que ça amène aussi. On va prendre quelques exemples, notamment il y a l'hôtel Intercontinental à Lyon qui craint par exemple une baisse de son chiffre d'affaires en 2020 de 65%, donc 2 tiers du chiffre d'affaires en moins. C'est gigantesque, quoi. Le seuil de rentabilité n'est pas atteint. Là, c'est clair qu'ils perdent de l'argent, c'est obligé. Et en parallèle, une baisse pour les compagnies aériennes, donc un autre secteur, supérieur également à 60%. C'est un peu corrélé, hein, forcément. Les gens voyagent moins, mais même pour les voyages d'affaires. Puisque si on télétravaille, on fait des réunions en conférence, on va moins se déplacer. Et donc, pour les compagnies aériennes, c'est une baisse également supérieure à 60% du chiffre d'affaires. Les compagnies aériennes, c'est énorme. Et donc, on va voir ce que ça représente. Mais l'IATA, qui est l'organisation internationale, l'association des compagnies aériennes, prévoit des pertes nettes, de 118,5 milliards de dollars pour l'ensemble des compagnies aériennes.
Vous vous rendez compte, c'est gigantesque, les pertes, en 2020. Et pour 2021, les prévisions, c'est 38,7. On est sur des montants gigantesques. Donc ça donne un peu l'ampleur de ce que c'est que cette crise, quoi, et de ce vers quoi ça nous précipite. Une autre illustration, Renault. Donc là, c'est un article de la Tribune. Hein, Renault, comment l'usine de Flins, une usine en région parisienne, a évité la fermeture de justesse. C'est-à-dire que Renault trouve que c'est pas rentable de produire des voitures à Flins. Et donc, il y a eu une intervention du gouvernement pour empêcher la fermeture de l'usine. Renault reste toujours quand même un fleuron quand même normalement de l'industrie française. Et la fermeture de Flins, c'est une des plus grosses usines de Renault quand même, hein, historiquement. Hein, c'était un peu comme Billancourt à un moment donné. Mais Flins, c'était sur un terrain pas du tout la même configuration que l'île Seguin à Paris, enfin près de Paris. Et donc là, le gouvernement est intervenu pour empêcher. Mais pour combien de temps? C'est-à-dire que ça veut dire que Renault veut se débarrasser de ça et trouve que ça leur coûte trop cher de payer des ouvriers français, sans doute, et ils veulent certainement délocaliser. Hein. Donc on voit que leur mouvement ils parlent de relocalisation, mais on voit bien que c'est complètement faux. Et je citais le projet Pluton l'autre jour, dans le domaine des pharmaceutiques. Eh bien, l'idée, c'est de plus de fabriquer du tout de principes actifs en France. Voilà ce qui est en projet. Donc, tout leur truc de dire, oui, le monde d'après, on va relocaliser et tout ça, c'est du pipeau intégral. Intégral. Ils vont continuer comme ils savent faire, parce que leur seul truc, c'est accumuler du capital. C'est la seule chose qui les motive. Un autre éclairage encore. Là, c'est l'enquête de l'INSEE de conjoncture. Donc ça, c'est la conjoncture, on va dire, c'est un peu le moral des chefs d'entreprise. Et donc, on voit, j'ai tracé le zéro là, en orange. Là, si vous voyez la ligne orange, c'est là le zéro. Donc, en fait, sur l'année 2020, bah, il y a que 3 mois, enfin 4 mois où il est en positif. Vous voyez, là, là c'était le mois d'avril. Là, voilà, là, il plonge. Là, on voit bien une tendance quand même très, très nette. Et donc, ça, c'est la tendance en novembre, moins 8% sur le moral des chefs d'entreprise. Toutes dans les secteurs. Alors, les secteurs, c'est de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits. C'est la tendance conjoncturelle des industries manufacturières. Voilà. Voilà le 4e choc, en chiffres. Mais évidemment, ces chiffres, on va encore en voir un. Enfin, après, si vous voulez aller plus loin, il y a avec d'autres réflexions, tant des gens de la BCE que des ministères de la Banque centrale française, de la Banque de France, ou du ministère de l'économie. Je vous renvoie à cet article paru sur Spoutnik. Donc j'ai mis qui fait un peu une synthèse des déclarations de différents acteurs institutionnels. Mais au-delà de ces chiffres, il y a aussi il y a des humains derrière. Il y a des humains. Il y avait notamment le cas de Véronique Weingarten, qui était en grève de la faim et donc qui avait entamé une grève de la faim pour éviter la fermeture de sa boutique. Donc elle a mené une grève de la faim du 29 octobre dernier au 4 novembre. Je ne suis pas sûr qu'elle ait sauvé sa boutique pour autant. Alors voilà les conséquences humaines. Il faut se rappeler les producteurs laitiers, par exemple, avec le FOL, là, qui avait, en libéralisant, où il y avait malheureusement eu des suicides en cascade, 2 suicides par semaine en moyenne d'agriculteurs. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans cette situation-là, mais dans plein d'autres secteurs de l'économie? Parce que pour qu'on en arrive à faire une grève de la faim, enfin quand même.
Voilà où on en est. Je crois il y a même une femme en Belgique, je crois, qui s'est suicidée, je crois. Voilà, voilà les conséquences humaines une, de ces... Et nous ne sommes... Voilà, nous rentrons dedans. Là. Nous rentrons dedans. Parce que après ça, malheureusement, je vous l'annonce, mais je l'avais déjà annoncé précédemment, il va y avoir un 5e choc. Et ce 5e choc pour 2021, c'est un choc financier cette fois-ci. Ce choc financier, il risque d'y avoir, il y a probablement des faillites de banques qu'on appelle les banques systémiques. C'est-à-dire, de banques systémiques, c'est si cette banque tombe, tout le système tombe. Donc, les banques centrales ont dit, bah, on financera, on va fournir du papier-monnaie, on refinancera pour pas qu'il se casse la gueule, et on financera, on créera autant d'argent, on fera de la création monétaire autant qu'il faut pour sauver les banques. Alors que on parle, on dit il n'y a pas d'argent magique, mais là d'un seul coup on crée plein d'argent, Mais il est bien évident qu'on ne peut pas créer de l'argent comme ça sans que ça soit en connexion à la réalité. Hein. L'argent magique, en vrai, c'est vrai que ça n'existe pas quand même. Hein. Et nous allons voir par quel mécanisme. Et on risque d'avoir aussi des défauts de paiement, puisque là les pays sont en train de s'endetter de façon considérable. Il y a les plans européens et compagnie où ils essayent de faire passer, de faire avancer leurs projets européens au travers de ça d'ailleurs. Mais il risque malgré tout d'y avoir des défauts de paiement de certains pays européens. Bah, peut-être on pense à la Grèce, mais on pense aussi à l'Espagne, à l'Italie, mais vous savez, la France n'est pas en si grande forme que ça, et elle pourrait aussi se retrouver dans une situation bien délicate. Et puis, quid aussi des organismes sociaux, parce que là, on parle d'allègement de charges, etc., de la CEDIC, qui doit payer du chômage partiel, mais qui n'a pas de rentrée, de la sécurité sociale, qui doit payer plein de choses et n'a pas de rentrée, puisqu'on supprime ce qu'ils appellent des charges sociales. Donc, il n'y a pas de rentrée d'un côté, et il y a plein de sorties de l'autre. C'est des situations qui ne durent pas, ça. Et ça peut être aussi une opportunité pour eux pour introduire les assurances privées. On a déjà parlé. Mais dans ce 5e choc, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent magique et que la création monétaire a malgré tout des conséquences. C'est qu'on se retrouve dans une situation où la capitalisation boursière mondiale est de 95 trilliards de dollars. Alors 95 trilliards de dollars, c'est 95 milliers de milliards de dollars. Bon, c'est des montants qui sont... bon, on est sur le monde entier. Hein, donc on a des chiffres en correspondance. Quoi. Donc la capitalisation boursière, 95 trilliards de dollars. Sauf que c'est devenu supérieur au PIB mondial, qui est de 87,7 trilliards de dollars. Ça, c'est l'argent qui a été produite, on va dire, c'est la production mondiale. Quoi. Donc c'est une image quand même de l'économie réelle. Et l'autre, c'est les cours de bourse. Parce que cet argent qui est créé, ça vous envoyez, enfin, vous n'envoyez pas la couleur. Si, en quelque sorte, on envoie la couleur, puisque avec ces allègements de charges et ces choses comme ça, eh bien, c'est évidemment pour financer ce genre de choses. Mais c'est aussi les banques et les grandes institutions financières à qui cet argent, au travers de qui cet argent est injecté. Et donc, du coup, ça alimente une spéculation boursière. Et c'est pour ça la capitalisation boursière, ça alimente une spéculation boursière qui est très importante. Donc, ça, c'est, comme je disais, c'est une conséquence en fait de la croissance de la masse monétaire, mais qui est accaparée en définitive par l'oligarchie, quoi, et par les membres de cette oligarchie, en définitive, qui, eux, se retrouvent au final, donc il y en a une partie qui est remise dans l'économie, mais juste c'est un jeu à somme nulle, puisque en fait c'est des charges que vous ne payez pas, mais ce n'est pas vraiment de l'argent que vous avez, vous voyez. Cet argent, il fait juste que transiter. Donc, et on est dans un mouvement qui est, les entreprises, quelque part, elles valent de plus en plus cher, or que l'économie réelle, elle, se casse de plus en plus la gueule. Donc on est dans une divergence complète. Hein, c'est ce qu'on appelle une bulle, en définitive. Et cette situation
justement, où on a une capitalisation boursière mondiale supérieure au PIB mondial, ce qui en soi ne sont pas des métriques qui peuvent se comparer directement. Je l'avais fait un petit peu la semaine dernière, mais c'est pas aussi simple que ça. La comparaison ne peut pas être directe. Mais bon, on peut s'en donner une idée malgré tout. C'est exactement la situation qu'il y avait de bulle, qu'il y a eu avant la crise de 2000 et avant la crise de 2008. Donc, quasiment de façon quasi certaine, quand il y aura un accrochage des bourses avec l'économie réelle, il y a un crash probable. Et tout ça dépend en fait de la croissance, de comment la croissance de 2021 va reprendre. Si la croissance reprend fort, bon, après on pourra toujours dire, bon, bah, ça reprend, oui, c'est cohérent d'avoir ces capitalisations boursières, mais si la croissance ne reprend pas, de façon très conséquente, de façon très solide, bah, le crash boursier est important, et donc le crash, la crise financière, moi c'est le scénario qui semble pour moi le plus probable et de loin. Voilà, donc j'en ai terminé pour ça. Donc si vous voulez vérifier, vous pouvez regarder l'émission du 24 juillet où je parlais notamment de cela. Donc émission du 24 juillet où j'expliquais déjà ces 4e et 5e chocs, et je pense que je parlais déjà des chocs antérieurs, pourquoi c'est les 4e et 5e. Et dans l'émission du 31 juillet, j'avais prolongé ça sur la partie ce qui risque d'advenir à moyen terme, et où là, on y reviendra peut-être, mais pas dans les émissions prochaines, puisqu'il y a d'autres sujets qui sont prévus. Mais si vous voulez savoir ce que ça va donner après, bien, je vous invite à regarder l'émission du 31 juillet, et là, on est plus dans la prospective, c'est beaucoup moins certain, mais voilà. Donc, regardez cette émission, et ce vers quoi tout cela nous amène. L'émission du 31 juillet. Voilà. Alors, nous arrivons dans la dernière partie de cette émission à hommage à des victimes des barbaries. Aujourd'hui, c'est une victime un peu particulière, vous allez voir. Puisqu'il s'agit de René Descartes, père de la rationalité à la française, auteur du discours de la méthode, son œuvre humaniste est en grand péril en sa patrie, la France. L'esprit critique, la raison et le bon sens se diluent et se délitent face aux catastrophes contemporaines. Le vieux réflexe tribal de s'en remettre à un sorcier, à un gourou ou à un autre expert autoproclamé refait surface. Pourtant, dans ton sillage, René, lui-même prolongeant celui de l'illustre Guillaume d'Occam, ne faut-il pas privilégier la réponse la plus simple? Je vous invite à méditer cela. Et quelle est notre profondeur historique à ce sujet? Il y a le blog de Descartes, donc que je vous conseille de lire l'article que je mets là, et donc qui, en toute modestie, il s'appelle Descartes. Bon, je vous invite à lire son article intitulé Hold Up ou le sommeil de la raison. Pour aller plus loin sur ce sujet, eh bien, la semaine prochaine, nous allons parler de cela, justement. Complot ou casemate, de toute façon, ça donne la barbarie. Donc, nous parlerons de ça la semaine prochaine et nous verrons comment un P6R propose de faire évoluer ça. Mais nous allons en reparler dès maintenant, puisque, outre le fait, bien sûr, qu'il faut passer à l'initiative, vous inscrire sur le site 1P6R, je vous rappelle la vidéo « Non, système, nous ne tomberons pas dans ton piège » qui parle justement déjà de ce sujet et qui donne déjà la recette et ce vers quoi il faut aller. Parce que sinon, si nous tombons dans ce piège, eh bien,
voilà, bah, quand on tombe dans un piège, on est pris au piège, c'est le cas de le dire. Et donc, non, un P6 RER fera tout pour ne pas tomber sur de piège, parce que c'est un piège de division. Et ce piège de la division, nous n'en voulons pas parce que nous voulons rassembler les Français. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Continuez de rejoindre l'initiative 1P6R qui est en train de prendre de l'ampleur, gentiment, mais solidement. Et parce que nous, enfin, la différence de plein d'autres groupes, ce que nous proposons du solide, du concret. Nous ne proposons pas simplement de se rassembler sur quelques mots d'ordre. Nous avons une proposition politique construite et profonde, et dans tous les domaines. Donc, nous sommes certes moins nombreux aujourd'hui, mais ce nombre ne fait que grossir, et ce sont avec des gens de qualité et qui savent où ils veulent aller, parce qu'ils veulent y aller tous ensemble. Je vous invite à nous rejoindre, à vous inscrire sur le site et sur la page Facebook. À bientôt, bon week-end. Prenez soin de vous. Au revoir.